On arrive à Samarcande par des faubourgs assez peuplés, jusqu'à l'hôtel Orient Star qui va nous abriter 3 nuits. Premier aperçu de la place du Régistans ou place de Sable. Les médersas d'Ouloubeg et de Chirdor forment un ensemble coche, c'est-à-dire face à face et asymétrique. La plus ancienne, celle d'Ouloubeg, date de 1417 à gauche. Chirdor, à droite, fut construite de 1619 à 1636. Tilyakari, au fond, fut terminée en 1660. L'art de Samarcande est typique et emprunte beaucoup à l'art persan. Ainsi, les dômes cannelés de teinte verte couronnant des colonnes cylindriques, des colonnes d'angle fuselées qui ne sont pas des minarets, couronnées de corniches ou moukarnas à décor de nids d'abeilles, sont d'inspiration turque. Les décors brun-jaune rehaussés de vert des murs et des colonnes sont des dessins géométriques ou guériques, bien différents des majoliques de Boukhara. Le pishtak, portique, ici est d'inspiration zoroastrienne, tout comme le sol dallé de la place. Et enfin, ce motif est figuratif et persan. La médersa d'Ouloubeg, construite selon la tradition avec une mosquée à droite et ses cellules oujra tournées vers l'intérieur, comme le voulait la réalité de la vie des étudiants, faite d'études religieuses et scientifiques, de réflexion et de méditation. Les colonnes d'angle sont nettement obliques car le sol instable est agité en permanence de micro-séismes. Les colonnes cannelées, torsadées, sont aussi typiques de Samarcande. Ici, elles bordent une calligraphie koufique affirmant que cette façade est 2 fois plus haute que le ciel. Ouloubeg, petit-fils de Tamerlan et prince de Transoxiane, était aussi un astronome réputé, un scientifique éclairé, ce que rappelle le décor d'étoiles au fronton du Pishtak. C'est le matin et on s'active. Les touristes sont seulement en train d'arriver. La médersa Chirdor ou Cherdor a son fronton un décor persan La sagesse du Très-Haut veille sur la force, symbolisée par les lions, qui s'attaquent à la faiblesse selon l'ordre naturel des choses. Pour ce motif figuratif hérétique, l'architecte aurait été condamné à mort. Autre élément persan,
la coupole cannelée et la colonne d'angle. Ici, la tombe d'un boucher qui a subventionné la nourriture des ouvriers construisant la médersa. Il n'y a pas de mosquée dans cette médersa. La médersa Tilia Kari. Elle a des tourelles d'angle couronnées de coupoles bleues aux angles, au lieu des colonnes élancées comme ses voisines. Les mosaïques sont éclatantes et dans les mêmes tons que celles de Shir d'or. À droite, la mosquée Juma, sous la coupole bleue. À gauche, la médersa et les deux rangées de cellules oujra extérieures. Le décor des murs est daté du XVIe siècle et considéré comme étant de style décadent. L'intérieur de la médersa d'Ulugh-Beg, le grand prince. Dans la cour, un groupe de statues représente Ulugh-Beg assis devant un globe qui est la sphère du ciel et qui discute avec ses confrères scientifiques. Autour de lui, les cellules oujra, qui sont donc tournées vers l'intérieur. Dans le musée, une majolique, carrelage de céramique peint, puis verni et cuit au four. Variante, les majoliques en relief. Avant le XIIe siècle, les carrelages sont en relief, mais ni peints ni vernis. Ils sont donc ocre. À partir du XIIe siècle apparaissent les majoliques vernis, puis les majoliques peintes et enfin les reliefs. La mosaïque classique d'inspiration byzantine ou latine est faite de petits carreaux de couleur ou de tesselles, comme chez les Romains ou chez les Grecs. La mosaïque persane est née en Iran et a eu une évolution différente. Donc voici la démonstration. Les décorateurs, qui étaient des peintres à la fois, ils préparaient un plan d'un panneau, parce que chaque panneau était fait différemment, à part, à côté. Pendant que le décorateur présentait le dessin, préparait le dessin, qui était le koulal, c'est-à-dire le potier, il préparait des carreaux de céramique. Plus le panneau décoratif était grand, plus les carreaux étaient gros. C'est ce que vous voyez ici. Ensuite, en suivant tous les petits motifs que vous voyez ici, en suivant les couleurs, avec la colle de pâte, on le collait dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir le découper? Avec un petit outil qui était tout d'abord une petite lame. Bon, je prends le clou, je prends ce que je peux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour casser le carrelage à la maison quand on met le carrelage? On passe une lame quelquefois pour faire des petites fissures, coupures, puis avec un petit marteau, on tape et on casse. Ensuite, avec des petites pierres, comme ça, comme les pierres à aiguiser, on sculptait tous les fragments en suivant le dessin. C'est ce que vous voyez ici. C'était le travail titanesque. C'était le travail de patience, parce que souvent,
les fragments étaient hyper petits comme ça. Donc il fallait vraiment avoir des mains expertes. Mais comme vous voyez, selon les numéros des petits fragments de papier, on mettait par-dessus, on remplissait tous les nids creux de plâtre humide et on avait un carreau de mosaïque. Un chiffon mouillé passait par-dessus, faisait enlever tout le papier. Un petit morceau de feutre, on l'utilisait pour polir, pour lustrer la surface. Et voilà une mosaïque Kochim. Deux des 4 iwans donnant accès à la cour. Les salles de classe sont dans les dômes d'angle qui ont perdu leur coupole. Décor de mosaïque de type iranien. Et à travers la mouche à rabier, la porte de la médersa Shir d'or. Céramique et mosaïque dehors. Céramique et mosaïque dedans. Voilà, je vous cadre tous ensemble. Voilà Joseph et voilà Ulugh Beg. On a les deux ensemble. Souris, c'est dans la boîte. L'intérieur de la médersa Tilia Kari. Le plafond du portique est orné de mosaïques, de marqueterie de briques, de céramique, imitant des tapis, orné aussi d'inscriptions coraniques, un festival en trompe-l'œil. Par la porte, différents points de vue sur la cour. Le plafond turquoise de la coupole de la mosquée Jouma. Les motifs de Kundal en feuilles d'or, les inscriptions coraniques, les stalactites dorées descendent sur le mihrab en marbre et les panneaux muraux imitant tapis, feuilles et fleurs. Tilia Kari signifie la dorée, bien nommée. Le mihrab et le minbar qui montent jusqu'au ciel. Dans les décors d'étoiles chers à Ulugh Beg. La seconde coupole est un trompe-l'œil entièrement plat. Même l'œil de la caméra s'y trompe. C'est le motif qui donne l'impression de sphère. 1,6 kg de feuilles d'or a été nécessaire pour refaire les motifs à l'identique lors de la dernière restauration. Et ici les versets du Coran.
Cette salle est un musée racontant les étapes de la reconstruction pendant l'ère soviétique. Des fragments de carrelage et de mosaïque sont présentés ici. Et quand on voit l'état où les tremblements de terre et les dégradations du temps avaient laissé les bâtiments, on mesure que l'ère soviétique n'a pas eu que des mauvais côtés. Il ne faut pas oublier que les carrelages et mosaïques d'origine étaient faits avec des pierres semi-précieuses, le bleu et du lapis-lazuli broyé, le rouge de la cornaline, etc. Hormis les feuilles d'or, les céramiques restaurées ont été faites avec des pigments minéraux modernes, dont les couleurs sont moins pures, moins éclatantes. Mais elles donnent quand même une idée de la splendeur d'origine des lieux. Plan du Régistan avec le marché Tchorsu, le mausolée de Magok et les tombes shaïbanides. Le reste du monument est à moitié musée, à moitié boutique. Là, les restaurations ont été partielles. Détail de la moucharabiée de la grande porte. De retour dans la cour de la médersa Tilia-Kari. Joseph qui me rapporte une bouteille d'eau. Il fait au moins 45 degrés. Le mur de flanc qui n'a pas été restauré. Le dos du marché Tchorsu. Et sous le dôme cannelé, la tombe du fameux boucher, mécène, père nourricier des bâtisseurs. Entrée dans la médersa Tchirdor. Face à celle d'Ulugh-Beg et de même largeur, mais pas identique à cause de l'interdiction coranique de la symétrie. Pas de mosquée, pas de darskana. À l'arrière, pas d'entrée secondaire sur les façades latérales. Le pishtak surmonté de lions à l'allure de tigre portant une divinité solaire représente-t-il la résistance de la symbolique zoroastrienne face à l'islam ? Le choix des couleurs et des ornementations rappelle plus l'art de Boukhara que celui des Timourides, comme le montre la niche ici. Le grand portail avec ses deux dômes cannelés vus de l'intérieur.
Beaubourg, le nouveau grand maître de musique, nous fait une présentation des différents instruments traditionnels sous le regard de son maître décédé. Le rouba. Cette partie uniquement tous les instruments en bois. Le bois de Mourvier. Mourvier, cette partie il est la peau de bœuf, peau de la vache. Il y a 5 cordes en métal. Voilà. Un autre instrument maintenant s'appelle tambour, très ancien instrument. Les 4 cordes, le même bois, cet instrument beaucoup que je joue les hommes. Joué par les hommes. Par les hommes. Hamra, instrument moderne maintenant. Hamra, le nom de grand maître aussi. Cet instrument inventé cette personne. Il a le même nom. Il a 5 cordes, le son comme les guitares un petit peu. Voilà. Ah, moi j'aime beaucoup cet instrument musical. Voilà. Le tord, il y a aussi le même bois maintenant. Cette partie, le péricard de cœur de bœuf, il y a 9 cordes. S'appelle le tchan en ouzbek. Il y a 75 cordes qui jouent avec la deux petites baguettes comme la sitar. Sitar ouzbek. Voilà un autre instrument, comme la flûte. En ouzbek, ça s'appelle le naï.
il y a le bois de bambou à Moscou. Musique aussi très ancienne, le 15e siècle, route de l'Espoir. On ferme les yeux, on s'imagine au-dessus du chameau, en caravane. Voilà, comme ça. Comme hier. Le gambarvi français. En ouzbek, ça s'appelle lab chang. Lab, ça veut dire lèvre. Instrument de normal. Dernier instrument s'appelle daïra. Daïra en ouzbek, on veut dire le cercle. On a un cercle aussi, cet instrument. Cette partie, le bois de Nouvi aussi, il y a beaucoup de métal. À cette partie, la peau de bœuf, de la vache aussi. Un petit peu musique rythmique maintenant. Voilà. On termine par les trompettes de mariage rencontrées à Tachkent le premier jour. Les Ouzbeks aussi veulent photographier les petits blancs. En repartant, on croise le mausolée des Cheibanides, le flanc de la madrasa Shirdor et au loin le marché Chorsu. Au bord de l'esplanade, la caravane passe et quitte Samarcande. En route pour le complexe mosquée-mausolée médersa de Bibi Kanoum. Bibi Kanoum, première épouse de Tamerlan, s'appelait en fait Sarai Mulk Kanoum, et elle est à l'origine de la construction de la mosquée et du mausolée qui s'abrite sous le dôme bleu datant de 1397. Le portique d'entrée s'envolait à 35 mètres et était flanqué de minarets de 50 mètres de haut. La cour était bordée d'une galerie de 400 coupoles supportées par 400 colonnes de marbre,
et un minaret s'élevait dans chaque angle. 2 mosquées latérales au nord et au sud, et le sanctuaire principal à l'est rivalisaient de somptuosité. Au centre de la cour, le lutrin en marbre gris de Mongolie est un présent d'Ulugh-Beg. Autrefois, il supportait le grand Coran d'Osman, trésor du 7e siècle, qui se trouve maintenant à Tachkent. La tradition promet des enfants aux femmes stériles qui ramperont 3 fois entre ses 9 pieds. Des restes de mosaïques et de carrelage d'origine. Enfin, c'est ce que disent les vendeurs. Un moment de distraction causé par les chants d'oiseaux. La mosquée de Bibi Kanoum a été construite sur des fondations instables et peu après sa consécration, elle commençait déjà à se fissurer. Les tremblements de terre et les récupérations de matériaux par les émirs de Boukhara pour leur propre construction ont achevé sa ruine. Les restaurations commencées en 1974 par les soviétiques n'ont jamais été achevées. Ce portique classique de Samarcande allie les motifs géométriques aux représentations stylisées et aux versets coraniques, dans les couleurs ocre et turquoise typiques. En face de la mosquée, le mausolée de Bibi Kanoum. Entre les deux se tenait jadis un bazar animé à côté du lutrin. Les restes d'une mosquée latérale. Le mausolée dans son état actuel. Le site n'a jamais été restauré à l'identique. Les majoliques restantes sont d'origine et donnent un aperçu de la splendeur qui devait régner ici. Bibi Kanoum ne fait plus partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le grand portique d'entrée de l'ensemble Bibi Kanoum, la colonne cannelée et les lettres géométriques semblent s'envoler vers le ciel. À l'ombre de Bibi Kanoum se dresse un marché éclatant de couleurs sous la lumière crue, qui existe depuis le XIe siècle sans interruption. Olga nous lit un texte très ancien qui parle d'un bazar avec toute la poésie de l'Orient. Le monde s'est ranimé. Les roues des chariots, grandes comme les soleils en bois, ont roulé sur les chaussées pavées. Les porteurs d'eau ont jeté de l'eau bleue sur la poussière jaune du bazar. Les balayeurs ont balayé la terre des places et des ruelles. Leurs balais ressemblaient aux grands arbres. Mais les marchands ont rebalayé la terre devant leurs boutiques. Cela n'était pas nécessaire, mais comme ça, il faisait plaisir à leur fierté d'être les chefs de ces coins du bazar, où ils pouvaient balayer et commercer.
et réfléchit en égrenant un chapelet pourquoi ni un seul bazar n'avait pas tant d'acheteurs que les marchands voulaient. Les siècles passaient, les bazars vivaient leur vie, vieillissaient, on les reconstruisait, les milliers de gens criaient de manière différente les noms de leurs marchandises, les prix montaient et baissaient, mais tout le temps, il y avait moins d'acheteurs que les marchands voulaient avoir. Les boutiques s'ouvrent, et dans le fond brillent les soies ou les plateaux en cuivre, les tas de sel or bois peint ou les rouleaux de tapis, les dentelles de bracelets et de colliers en or, les marchandises locales et étrangères qui sont venues de tous les côtés du monde, les poêles russes, les miroirs persans bien encadrés, les vaisselles chinoises blanches verdâtres, la broderie en fil d'or de Herat, l'astracan argenté de Quaresme et les milliers et milliers d'autres marchandises dont on n'imagine ni le nom ni l'usage, jusqu'à ce qu'un acheteur ne les apercevra pas dans une des milliers de boutiques qui sont serrées dans tous les cruches ciselées, sur les ornements ingénieux des plateaux, sur l'argent décoré de la turquoise. On ouvre les ateliers des armuriers où les sabres et les lances sont silencieuses et ressemblent aux fagots. Ce n'est pas possible d'embrasser d'un seul regard tous les rayons, et chaque rayon a ses marchandises. Les mains de tous les artisans sont expertes, tous les yeux sont exercés, mais que leurs produits ne sont pas égaux. Et cela arrive souvent. Plus l'outil d'artisan est lourd, plus son porte-monnaie est léger. Le langage des marchands est unique, mais les langues des artisans sont mélangées. Ici, c'est le marché aux produits alimentaires, mais les gens sont aimables et souriants, tout prêts à se laisser photographier. Les charcuteries sont russes, les odeurs aussi fortes que les couleurs. Juste au-dessus du marché, le cimetière. Il est temps de repartir vers le bus en croisant un bâtiment moderne non identifié et deux charmantes demoiselles symbolisant bien la tradition et la modernité, il me semble. Un dernier regard à la mosquée Bibi Kanoum avant de partir. Et sur la route du retour, on contourne à nouveau le Régistan et Tchor-Sou. Chanson va sans délai à celui qui t'aime.